Bonjour les amis et bienvenue sur la quatrième partie de notre série de vidéos de questions et réponses Agile PSM1, la meilleure préparation pour l'examen Scrum Master. Et aujourd'hui, nous allons plonger dans un autre ensemble de questions captivantes pour vous aider à exceller dans votre préparation à l'examen. Alors, sans plus attendre, on va passer à la première question. La première question, bien sûr, en anglais. What is the order of item in the product backlog? Donc, dans quel ordre, en fait, doivent être ordonnancés les éléments du product backlog? La première réponse, c'est less valuable and most unclear item at the bottom. Donc, c'est-à-dire les éléments qui n'ont pas de visibilité ou qui sont pas compréhensibles par l'équipe dev au plus bas du product backlog. Les éléments les moins clairs du backlog au sommet, là on peut dire déjà tout de suite c'est complètement faux. Par ordre alphabétique, là aussi c'est complètement faux. Recently added item, donc c'est-à-dire les éléments qui arrivent dans le product backlog au fur et à mesure doivent être ajoutés au sommet. Là, c'est faux. Alors, je vais entrer plus en détail dans ce domaine-là parce que l'ordonnancement du product backlog déjà est réalisé par le product owner et en fait, il doit servir des éléments de priorisation de backlog comme par exemple une matrice de priorisation, donc c'est-à-dire urgent et moins important, urgent, important. On va s'améliorer sur le dessin au fur et à mesure. Tac. Voilà. Alors, urgent, important. Moins urgent, mais important. Là, je pense que cette matrice-là, ça s'applique à tous les domaines. Hein. Vous pouvez l'utiliser même dans votre vie personnelle. Et là, ici, c'est plus urgent, plus important. Moins urgent, mais important. Ici, c'est moins urgent, moins important. Et le dernier, c'est urgent et plus urgent et moins important. Donc, c'est-à-dire en fonction de cette matrice-là, il pourra définir qu'est-ce qui est vraiment attendu par la part des métiers dans ce qui demande la fonctionnalité en question. Et en fonction de ça, il pourra avoir une visibilité sur comment il doit ordonnancer son backlog. Et je recommande aussi d'utiliser le concept de business value. Voilà. Tout dans la public. Ok. Oui, donc je recommande aussi d'utiliser le concept de business value. Donc la business value, c'est justement, ce sera par exemple à définir sur une échelle de 1 à 5 et il pourra classer chacune des user stories, des items du backlog en fonction de cette échelle-là pour notamment ordonnancer les éléments du product backlog et savoir lesquels sont prioritaires et à livrer au plus vite aux clients en fonction des sprints dans lesquels ils se trouvent. Donc voilà. La réponse à la question, bien sûr, c'était la première. Les éléments qui n'ont pas de valeur ou qui sont pas clairs doivent être en deçà du product backlog. Ensuite, on passe à la question suivante. Alors, qu'est-ce qui peut être une source de requirement pour des changements sur le produit? Alors, qui peut être cette source de demande de changement sur le produit? Alors, on a en première réponse le CEO de l'organisation, ok, pourquoi pas, les stakeholders, les clients, et le product backlog. Bon, déjà là, on va éliminer le product backlog parce que là, on parle de qu'est-ce qui peut être une source de changement du produit. Là, on parle plutôt de personnes. Donc le CEO de l'organisation, je vois pas ce qu'il va chercher en fait à vouloir demander un changement sur un produit spécifique. Quand on parle de CEO, c'est une personne vraiment spécifique, mais je l'ai rappelé plusieurs fois, Scrum, c'est une méthode qui est orientée client. Vous allez entendre parler plusieurs fois de client centricity. Donc, c'est-à-dire ordonnancier client, donc c'est-à-dire c'est le client qui décide qu'est-ce qu'il veut faire sur le produit et en fonction des feedbacks on s'adapte. Donc c'est-à-dire la meilleure réponse à cette question c'est les key stakeholders. Et bien sûr le CEO de l'organisation il fait partie des key stakeholders si jamais le produit l'impacte personnellement. Donc voilà, dans ces cas-là c'est aussi un key stakeholder. Ok, on passe à la question suivante. Voilà.
Alors, question 3, est-ce que c'est normal d'avoir un hardening sprint pour retirer la dette technique et préparer le produit pour les releases à venir? Alors, faut savoir que on n'a jamais mentionné, ou il est jamais mentionné dans Scrum quelque chose qui ressemble à la hardening sprint. Donc c'est quelque chose de tout à fait abstrait, que ce soit à l'examen ou lorsque vous voyez parler de ce genre de phrases ou de mots qui n'existent pas dans le Scrum Guide, c'est que c'est faux. C'est faux parce que on n'a jamais mentionné le fait d'utiliser un sprint dédié à la dette technique. Chaque sprint est dédié à livrer de la valeur au client, et la dette technique, en fait, pour rappel, c'est vraiment l'ensemble des loupés, on va dire, lors des développements de sprint ou qui nécessitent du retravail ou des problèmes de qualité et qui s'accumulent dans le backlog normalement. Mais l'idée, c'est vraiment de définir un pourcentage dans le sprint dédié à embarquer ces fonctionnalités-là des techniques au fur et à mesure pour essayer de soulager le backlog. Mais aucunement, l'idée, c'est de dédier un sprint, hardening sprint, uniquement pour traiter de ces problématiques-là. Donc voilà. Voilà, la réponse, c'est faux. Ensuite, on arrive à la question 4. Qui est responsable de manager le product backlog? Je découvre les questions en même temps que vous, hein, mais cette question-là, bon, je l'ai déjà mentionné plus tôt, le product backlog, c'est la responsabilité du product owner. Comme son nom l'indique, c'est lui qui est responsable du produit et donc en interaction avec les stakeholders, les clients. Et donc forcément, c'est lui qui a, on va dire, la main sur le product backlog et sa priorisation. Ce n'est ni le Scrum Master, ni l'équipe de développement, et ni les stakeholders d'ailleurs, parce que eux, ils ont pas la tête dans le product backlog niveau Scrum. Eux, ils sont plus niveau requirement stakeholder, donc c'est-à-dire c'est eux qui donnent des exigences au niveau, et après c'est le rôle du product owner de traduire ces exigences-là en spécifications techniques qui pourront être compris par l'équipe de développement. Donc voilà, la réponse c'est le product owner. Ensuite, question 5. On va essayer de faire plusieurs questions aujourd'hui. Question 5. Si un item du sprint backlog ne peut pas être fini à la fin du sprint, parce qu'il s'est avéré que il y ait plus de travail que nécessaire, que estimé, le sprint est supprimé. Donc, vrai ou faux? Donc là, la réponse, elle est simple, hein, c'est faux, parce que, ouais, c'est faux, plutôt, là. Voilà, parce que, lorsque le sprint il se termine, on regarde ensemble avec l'équipe de développement, le Scrum Master, le Product Owner, ce qui peut être livrable au client. Et en aucun cas, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait certaines complexités qui ont été identifiées lors du sprint et qui ne peuvent pas être livrées, le sprint va être supprimé complètement pour cette raison. Ce genre de pratique n'existe pas dans Scrum ou dans d'autres méthodes. L'idée, c'est vraiment de pouvoir capitaliser sur ce qui a déjà été travaillé et de pouvoir le livrer au client. Et en aucun cas de supprimer la charge de travail effectuée. Donc voilà. Là, c'est faux. Question suivante. Oui, la question 6 stipule quelle part de la capacité de l'équipe de développement, quelle est la part de la capacité de l'équipe de développement sur le product backlog refinement. Alors, juste pour rappel, le backlog refinement, je vais l'appeler BR. En fait, c'est un meeting qui est animé par le Scrum Master et le PO aussi. L'idée, en fait, c'est de pouvoir raffiner les éléments du backlog pour faciliter la compréhension à l'équipe de développement, hein, que ce soit en termes de rédaction de la user story, vouloir aussi voir avec l'équipe de dev si tous les éléments de la DOR, Definition of Ready, sont bien mentionnés dans chacune des user stories. Est-ce qu'il y a des éléments manquants justement pour itérer en fonction de ce meeting-là. Idéalement, il a lieu une fois par semaine
pour permettre de pouvoir préparer les éléments du backlog à l'avance. Alors moi habituellement je fixe ce meeting-là 1 à 2 heures maximum en fonction de la taille des équipes, mais 1 à 2 heures maximum par semaine c'est largement suffisant. Donc là quand je vois l'ensemble des réponses, pas plus de 10%, pourquoi pas plus de 20%, 20% quand même c'est énorme, parce que là ils ont pas mentionné de la semaine. Donc je dirais qu'ils voient plutôt niveau sprint. Donc 20% du sprint, je trouve que c'est quand même assez énorme. Donc development team is not authorized for product backlog refinement. Donc là déjà technique d'élimination, on va éliminer celui-là, not more than 5%, je trouve que c'est pas assez. 20%, je trouve que c'est un peu quand même trop sur un sprint. Donc 10%, je trouve que c'est voilà, c'est plutôt passable. Donc moi je orienterais plus sur 10% du backlog refinement. Donc voilà. Sur cette question-là, le backlog refinement doit être pas plus de 10% à chaque sprint dédié pour les équipes. Ensuite, on passe à la question 7